Aujourd'hui, il fait froid, on mange de la soupe et j'ai quand même fait sport. Mais qu'est-ce qui fait froid? C'est le moment de parler d'Alison Bechdel et des Saint-Simoniennes. Alors je sais pas si on dit Bechdel ou Bechdel, j'entends les deux. Moi je suis pas bonne en anglais, tout le monde le sait. En tout cas, c'était la première d'Alison Bechdel que je lis. Alors je regarde, je sais que j'en ai. Mais là je vois Juliette Cortez. J'en ai une là, une par là. Et pourtant c'est la dernière que j'ai lue, c'est-à-dire que je dois avoir Gwyn à suivre et Fun Home. Je crois que j'ai le tome 1 de Gwyn à suivre qui est Mais j'ai plein de BD que j'ai pas lu. C'est fou, hein. J'ai aussi plein d'autres livres que j'ai pas lus. Faudrait peut-être faire un jour une vidéo sur une pile de bouquins que j'ai pas lus, pourquoi je les ai, d'où ça sort. Mais le problème, c'est qu'il y en aurait peut-être pas mal. Je pense que je ferai ça le jour où je déménagerai, des vidéos spéciales déménagement. C'est en tout cas en travaux, ça. Enfin, c'est pas que j'ai un truc en travaux, c'est que je travaille à déménager, mais à savoir où je vais déménager, je pense assez vite. Bon, Bechdel, on la connaît pour le test de Bechdel. Je sais même pas comment, je vais finir par le dire d'une certaine façon. Je vais mal la présenter, mais je vais la présenter quand même. De toute façon, je la connais un peu mieux puisque j'ai lu une BD. Parce que lire, c'est savoir, savoir, c'est du pouvoir. Euh, Elle est... et bah, là, je pense à... Ah, j'ai oublié son prénom. Mais j'en avais jamais lu, mais à l'épouse de Robert Crumb, et je suis vraiment désolée de dire épouse de... Mais je dois bien avouer que je la connais que comme ça et que je ne l'ai jamais encore lue pour elle-même, mais qui est décédée cette semaine et ça me fait quand même beaucoup de peine, même si je ne l'avais pas lue elle-même. Je sais pas si c'est le moment de raconter que je suis persuadée d'avoir pris le train en même temps que Robert Crumb qui m'a dit qu'il n'était pas lui et qui en même temps, si ça avait été lui, me l'aurait dit quand même. Mais franchement, ça lui ressemblait beaucoup, hein. Enfin, c'était peut-être pas lui, quoi. Mais c'était vachement bien imité. Il était très ressemblant. Et j'ai voilà une grande peine pour ça. Alison Bechdel est passée en France et en Europe il n'y a pas longtemps et j'ai pas pu aller aux événements où elle était vue parce que j'étais un peu en débordement complet. D'une certaine façon, le débordement continue. C'est aussi pour ça que là, j'ai eu des BD pour dire stop. Je remercie immensément Marion de m'avoir offert cette BD et en se débrouillant pour que je le devine presque pas. C'était génial et en tout cas, c'était parfaitement trouvé. Ça m'allait très bien donc j'avais aucune raison de décourager. Un cadeau qui m'a fait très plaisir d'une personne que j'aime énormément. Voici son dernier, Le secret de la force surhumaine, Alison Bechdel, avec elle-même en couverture. Touc. C'est vachement bien, ça m'a vraiment plu, j'ai lu ça hier, on est chez De Noël Graphique. C'est traduit de l'américain par, je vais le dire tout de suite, ça sera plus simple. Et dans Donovan, c'est l'épigraphe Lily Stange. Je vais l'écrire. De Noël graphique, donc c'est une des collections de Noël, c'est la première édition française, waouh, dépôt légal, août 22, et en américain c'est 21. Donc ouais, et là en plus c'est joli parce qu'on a une petite jaquette, alors bon moi je l'ai tout de suite abîmée, mais c'est quand même cartonné, enfin c'est fait pour garder la jaquette, mais ça fait quand même du format beau livre, je sais pas le prix parce qu'il y a un petit truc et je vais pas aller voir parce que je ne suis pas une goujatte. Après c'est une belle BD quoi, donc ça... donc Bechdel, elle est connue pour le test de Bechdel ou de Bechdel, c'est-à-dire ce test qui dit que, donc ça c'était apparemment sorti dans Gwyn à suivre, donc ça c'est son strip hein, qui a duré 25 ans, que pour savoir si une œuvre va passer ou non ce fameux test de Bechdel, est-ce qu'on va avoir au moins à un moment deux femmes qui parlent sans parler d'un autre homme. Eh ben, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui fonctionnent selon ce principe pourtant élémentaire de montrer des femmes autonomes en dehors de la sphère des hommes. Il se trouve que je fréquente de moins en moins d'hommes, c'est même pas une volonté, c'est un état de fait. Et, euh, et en fait, ça libère des choses. De façon assez incroyable, et même dans les représentations, ça libère des choses. Est-ce que passer le test de Bechdel suffit ou de Bechdel, à faire une œuvre féministe? Bien sûr que non. Est-ce qu'il peut y avoir des œuvres féministes où les femmes ne sont pas autonomes? Oui, mais c'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un test qui est assez parlant et qui fait parler, mais qui permet de constater cette chose quand même hallucinante
de voir à quel point les femmes sont exclues du monde de la culture à tous les niveaux, qu'elles en soient productrices de contenu, créatrices, ou même représentées, et ça même quand les œuvres sont faites par des femmes. Parce que ça ne suffit pas, et ça ne... Ce que j'aime dans le test de Bechdel, c'est que on peut très bien être un homme et faire une œuvre qui passe le test, hein, qui représente des femmes qui vont être autonomes des hommes, il suffit d'un peu d'imagination. Et donc qui ne parle pas non plus d'un homme ou d'affaires avec un homme. Cette espèce de cliché, je sais même plus où je l'avais lu, mais c'était sous la plume d'une femme, selon lequel, même si on va mettre deux astrophysiciennes ensemble, elles finiront forcément par parler d'hommes. Et c'était dit en mode de leurs histoires avec des hommes et de romance, me paraît quand même assez pesant. Parce qu'en fait, on s'en libère et vraiment, c'est une libération. Et ouais, on finit par parler d'hommes, mais peut-être pas de romance, quoi. Peut-être aussi de comportements subis, de violence, d'injustice, éventuellement de persécution, de discrimination. Enfin, c'est pas fun, en fait, aussi de dire euh, ce que des hommes peuvent faire subir à des femmes, à plein de niveaux de la vie. Et c'est important aussi que ça ait une place et que ce soit dit parce que c'est vécu et que c'est subi. C'est pas de ça dont parle la BD. Et en fait, je vais faire, je pense, un gros dérapage ensuite saint-simonien comme annoncé, parce que c'est les deux trucs dans lesquels je suis et qui s'entrecroisent étrangement. Le secret de la force surhumaine, c'est plus ou moins comme le montre le dessin de la miniature de la couverture, le sport. Donc on est en autobiographie graphique, si on doit donner des titres de genre pour être dans... Ça s'appelle son troisième roman graphique. Bon, moi, ça m'a fait penser à des choses comme Stromkist, parce qu'il y a des éléments qui en sont très proches, notamment dans une démarche qui n'est pas une démarche de vulgarisation, mais une démarche de médiatisation. C'est-à-dire que dans la vulgarisation, on va vraiment avoir une transformation assez forte des savoirs, en mode lol, c'est YouTube, quoi, la vulgarisation. Évidemment que c'est pas que YouTube, mais souvent avec de la mise en récit, des choses comme ça. On le retrouve chez Stremkis comme chez Bechdel, je crois qu'on dit Bechdel, avec le rapprochement d'autres de moments d'histoire. Donc chez Stromkist, on a vraiment la mise en récit de passages historiques, de romans, voilà. Et on a le LOL aussi, avec en plus quelque chose qui est quand même très très présent chez Stromkist, c'est-à-dire le recours à des médiums, des médias donc assez multiples, avec des collages, des choses comme ça. Là, on n'a pas de collage, je crois pas. On est vraiment sur quelque chose d'autobiographique, hein. Là, je pense pas qu'on puisse le dire autrement. Mais qui est en gros la vie d'Alison Bechdel par rapport au sport, décennie par décennie. Et donc qui va suivre sa vie avec cet énorme focus sur le sport, et donc qui la représente aussi elle-même en train de faire du sport. Ce qui peut, évidemment, dans d'autres registres, hein, la ramener du côté de Mars, non pas pour les camps de concentration, là on en est très loin, mais sur les moments où Art Spiegelman s'adresse au lecteur. Avec, on va le dire tout de suite, c'est une chose qui m'a vraiment frappée, au-delà de l'importance du sport dans sa vie, parce que chez moi ça devient le plus important, mais clairement pas à ce point-là. Vraiment comment dire, une prééminence donc du sport, mais aussi des techniques du sport. Et finalement, ça fait qu'on a quelque chose qui est très méta comme dans Mouse, mais qui est pas du tout méta sur comment je le représente, même s'il y a vraiment la création est là, mais elle est à l'arrière-plan en fait, elle est pas au premier plan. Et ça, ça m'a fait du bien. Genre, quel sport et pas... Et ce qui est pas au premier plan non plus, et qui aurait pu l'être et qui l'est pas du tout, c'est le lesbianisme. Le lesbianisme, il est là, point barre. Sans autre question. Alors, il n'est pas là dès l'enfance, mais il n'est pas un truc majeur, type ce problème qui n'a pas de nom. Alors, le problème qui n'a pas de nom, c'est l'ennui des femmes au foyer de Betty Friedan, dans La femme mystifiée. Mais c'est là. Et ça, c'est aussi un truc qui fait énormément de bien. Dans les choses qui m'ont frappé, c'est qu'elle a un rapport très technique au sport, et notamment
assez consumériste. Et fascinée donc, par les outils techniques. Et ça, on ne retrouve pas du tout avec le dessin, en fait. Alors que le dessin, il est quand même super présent. Alors, on l'a avec les outils de communication, on voit apparaître les téléphones portables, le fax, le répondeur, des choses comme ça. Donc ça va donner quelque chose mais qui est très Annie Ernaux, en fait. Et je reparlerai d'Annie Ernaux parce que j'ai enfin lu un Annie Ernaux qui m'a plu, c'est l'événement. Et il m'a plu parce que, justement, il est très concentré sur une période très courte. Par rapport à ce que j'avais lu, à savoir La femme gelée et les années, qui est très distendu, et je pense que, pour moi, c'est un truc qui marche chez moi. Parce que je crois que j'ai besoin de quelque chose qui s'ancre, en fait, davantage, et que les mentions des détails ne suffisaient pas à m'ancrer. Là, tiens, c'est intéressant de rapprocher Ernaux de Bechdel pour ça, parce qu'on va avoir la même distance temporelle, à savoir qu'on a une narratrice, qui se trouve correspond à l'autrice, hein, Annie Ernaux dans un cas, Alison Bechdel dans l'autre. On remarquera que les deux prénoms commencent par A. Ce sont aussi deux autrices féministes, ça fait plein de liens communs. Mais il y en a une qui écrit, l'autre qui dessine, et qui écrit. Mais c'est marrant parce qu'elle en parle vraiment comme d'un roman. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est une chose à laquelle je ne suis pas habituée, ça m'a plu. Mais c'est dans l'écart temporel. Et cet écart temporel, qui pour moi était finalement trop surplombant dans les années La femme gelée, et rester toujours sensible, et je pense que c'est aussi quelque chose de très intéressant dans l'événement, et en prenant plus le temps peut-être parce que c'était pas assez long en fait comme roman Les années où la femme gelée. Je pense que c'est des choses qui pour marcher sur moi auraient dû avoir des formats d'épopée. Là on est quand même sur une BD qui est longue, hein. J'ai pas regardé le nombre de pages mais ça m'a pris quand même quelques heures à lire. 232 pages, hein. On en a pour l'argent de Marion. Pardon Marion. Mais voilà, c'est un peu massif, c'est vraiment un roman. On n'est pas comme dans un format type franco-belge, Astérix Gaston, Spirou. C'est des BD que je lis en moins d'une heure, quoi. Là, non, là, on a du temps. Et vraiment, j'ai eu envie de la relire tout de suite. Donc, son rapport à la technique, notamment, voilà, donc le changement de sport, les sports à la mode, etc., toujours ancré dans une époque. Oui, j'ai pas pensé. Ça me fait vraiment penser à Annie Ernaux et à cette espèce de littérature, on va dire socio-littérature. Il y a plusieurs socio-écritures, plusieurs façons de le dire. C'est pas des façons qui me plaisent beaucoup, mais je crois qu'elles disent quand même quelque chose qui est important. Chez Bechdel, ça passe beaucoup par, ça m'a vraiment amusé sur les téléphones et les répondeurs, des espèces de cartouches, en fait, qui représentent... c'est notamment pour les objets techniques, mais c'était pas seulement sur ça. Mais ça donnait des espèces de réalia, de touches locales, de moments de couleurs locales, clairement, et qui, dans le même temps, créent une distance, puisque évidemment, qu'il faut ne plus être dans les années 80 ou 90 pour avoir cette attention à ce qu'a été le répondeur, le fax, le modem, enfin, je suis dans ce genre de page, voilà, ouais. Alors là, hop, on l'a un peu ici, premier ordinateur, deuxième ordinateur, premier modem, j'ai raté les téléphones et les répondeurs, ce genre de choses. Alors, cette secret de la force surhumaine, on l'a pas forcément à la fin, mais on l'a un peu quand même, d'une certaine façon. En tout cas, cette lecture, enfin cette BD, elle est croisée avec les lectures d'Alison Bechdel, et là on va se rapprocher de Lee Kiss parce que ces lectures, elles sont vraiment mises en scène, et donc notamment avec tout ce qui est du transcendentalisme, c'est-à-dire de l'école Emerson, Henry David Thoreau et surtout Margaret Fuller, et que j'en ai par là-bas et que je l'ai toujours pas lu alors qu'elle est évidemment passionnante, c'est une évidence. Et finalement, ça passe... Voilà, mais ça c'est un moment important, voilà, sur... Hop, elle fait du sport, et en fait elle va croiser son expérience donc là qui est vraiment une expérience presque vitale, à celle de Thoreau, hein, là on le voit ici, ramenée dans le siècle, c'est vraiment une planche importante, hein, là je suis page 76. Alors on va essayer de l'analyser un peu plus, c'est vachement dur d'analyser de la BD, on y va. Alors, donc, normalement, on est quand même dans un format plutôt strip, hein, conventionnel, case carré. On le voit avec deux légers décalages, c'est-à-dire que là, on a
une seule case, là on en a deux, là ils sont pas symétriques parce qu'on va avoir un cartouche de texte, etc. Ça, c'est une page dans le passé qui explique plus ou moins la rencontre Waldo et Fuller, dessinée. Voilà, qui est clairement dessinée. Ce qui fait qu'on va avoir en parallèle, finalement, mais c'est un arrière-plan, la vie sportive d'Alison Bechdel et la vie de Margaret Fuller dans son contexte, et en même temps en tant que lu par Alison Bechdel, qui en même temps lit d'autres gens qui ont lu Thoreau, Emerson et Fuller, et surtout, enfin pas tellement Fuller en fait, c'est-à-dire Kerouac et la Beat Generation, et qui vont revenir. Et donc tout ça, ça s'entremêle, et c'est archi bien fait. Donc là, on a une espèce de page un peu, on va dire, classique, au niveau BD, avec un dessin, oh, c'est pas de la ligne claire, hein, on a des ombres, des choses comme ça, mais bon, mais qui est lisible, mais évocateur, hein. La bibliothèque dans le panorama, on voit comment les personnages se regardent ou ne se regardent pas, les jeux de couleurs, etc. Mais là, on a vraiment une case, enfin une page en fait, qui est une case entière. D'ailleurs, ce n'est plus une case parce qu'on n'a pas le contour, mais en revanche, on a bien les cartouches, et c'est une page qui est sans dialogue, donc on n'a pas de phylactère, de bulle. Alors, on y est. Alors, moi, ce que je trouve vraiment très très fort, ça va être la perspective qui est dessinée. Alors, on a l'impression que c'est un feutre ou une aquarelle. Et s'il y a plein de feutres aquarelles maintenant, de choses comme ça. Alors, voilà, quand je dis elle parle pas de technique, c'est ça. Alors, la couleur, elle a été faite par sa compagne. Ça, d'ailleurs, ça a été dit, donc peut-être que je le signale là. Compagne et même épouse. On la voit là, Alison Bechdel. Je la trouve super belle. Force tranquille et tout. Évidemment, c'est pas là où c'est marqué. Et moi, celui que j'ai pas, c'est toi, ma maman, là. Alors, où est-ce que c'était que j'avais vu la couleur? Holly Taylor. Et qui a l'air d'avoir plus que bossé, quoi. Mais c'est important de la nommer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? En fait, on a pas mal de choses. On peut être... On est dans une réécriture, enfin dans une réinterprétation du Voyageur devant la mer de nuages de Caspar David Friedrich. Un personnage, un grand paysage, le personnage de dos regardant le paysage. Et ça tombe bien parce que Caspar David Friedrich, on est en plein romantisme allemand, on est dans quelque chose qui est pas très loin du romantisme avec le transcendantalisme, en tout cas qui est aussi dans ce rapport à la nature, et le sport parle très justement de ce rapport à la nature, hein, un peu tout le temps. Donc la grande question, en fait, pourquoi le sport, elle va aussi avec pourquoi le développement personnel, ou en tout cas ça va être vraiment le développement personnel appliqué, c'est-à-dire que la pratique sportive pour Bechdel, très visiblement, a permis quelque chose qui est de l'ordre de la recherche de l'unité. C'est-à-dire de ne plus être dans le dualisme, on va dire, corps-esprit, mais de se sentir bien dans ses baskets, et il y a des passages sur les sneakers, bien dans sa peau, et puis la peau amène la crème solaire, et dans cette espèce d'union, elle est notamment cherchée dans l'effort physique, mais dans un effort physique qui va pas être... c'est pas que du culturisme, mais ça peut être très bien le culturisme, hein, mais qui par moment tombe dans la performance, par moment pas, mais en fait, c'est ça, ce secret de la force surhumaine, fort humaine, tiens, ça serait intéressant, comme il y a un fort intérieur, il y aura un fort humain. Est-ce que peut-être que le fort intérieur ne serait pas humain, mais je dis ça parce que j'ai photographié ma courge découpée, et que je trouve ça dingue de voir à quel point on dirait une espèce de mâchoire horrifique. J'ai adoré ça. Donc on a quelque chose qui est vraiment, qui est très romantique, mais c'est vraiment dans le sens reprise du mouvement romantique, ce paysage, et qui est en plus un paysage littéralement sublime. Le sublime, c'est un moment qui peut même être un moment de frayeur, en tout cas de très haut degré, qui n'est pas le beau. Ça peut souvent être les tempêtes, hein, le sublime, mais c'est un moment où on va sentir quelque chose de transcendantal, qui nous rappelle donc le transcendantalisme aussi. Je fais pas des jeux de mots là, hein, je fais des résumés un peu trop rapides de ça. Et c'est un moment, en fait, je vais le relire pour le dire précisément parce que c'est bien la précision,
une joie au bord de la peur, ainsi qu'Emerson décrivait l'exaltation qu'il saisissait parfois dans la nature. Donc c'est exactement la définition du sublime selon Pseudo-Longin, Kant ou Schiller. Euh, cet effroi qui peut être joyeux et étourdissant, qui passe là avec le moment où le barrage cède. On a un flot tumultueux donc, qui s'écoule en bouillonnant, et elle assiste à ce spectacle avec notamment la glace dans ce torrent. Donc c'est aussi un moment de rupture qui va fonctionner, et cette rupture, écrit-elle dans un des cartouches, pendant un instant étourdissant, et je pense qu'il faut vraiment le lire au sens fort, j'ai vu que je n'étais pas le centre de l'univers, et que j'en faisais partie. Parce que cette question de l'un, c'est pas seulement celle du dualisme, c'est aussi l'être au monde, la façon dont on va être dans le monde. Donc en fait, c'est plus ou moins quelque chose sur le bonheur, mais un bonheur qui est aussi la marche, la pérégrination. Il y a des féministes, Rebecca Solnit a fait un essai sur la marche que je n'ai pas lu, mais qui a l'air d'être très bien, mais c'est comment on est dans le monde. Et en fait, c'est pas comment on est en mode développement personnel, je vais vous expliquer comment vous pouvez être dans le monde, vous faites ceci et cela, c'est plutôt la quête personnelle d'Alison Bechdel, ses lectures sur d'autres quêtes biographiques notamment et philosophiques chez donc les représentants, les fondateurs, fondatrices du transcendantalisme, mais aussi de la Beat Generation et en notamment Kerouac et je sais plus quel est l'autre, un peu Ginsberg. Avec aussi une distance par rapport à ça. Et donc le format de la page, il permet d'étourdir à son tour, tout en disant, tout en montrant non plus le centre du monde, mais le monde, avec un personnage petit. Et c'est aussi ça que montre Caspar David Friedrich dans ses tableaux, spectateurs au-dessus d'une mer de nuages, etc. C'est pas seulement... Alors, moi je connais mal Caspar David Friedrich. Je me rappelle que j'avais été très marquée en lisant un Beaux-Arts magazine quand j'étais en terminale, dans le CDI de mon lycée, comme quoi il faut avoir tout et n'importe quoi dans un CDI, parce que j'avais lu vraiment un article fabuleux qui expliquait comment il était au bord de l'abstraction. Parce que finalement, le paysage devenait une sensation, avec vraiment un défilé théorique des tableaux de Caspar David Friedrich, qui, parce que le voyageur au-dessus d'une mer de nuages, il est encore assez figuratif. Et on a d'autres tableaux où derrière le paysage, notamment devant des soleils, deviennent en fait de pures sensations, donc qui sont aussi très impressionnistes, mais qui sont un pas vers cette abstraction. Parce que finalement, c'est une façon de fusionner avec le monde. Et c'est ça que fait aussi la planche. C'est pour ça qu'elle n'est pas en fait au premier plan ici, et quand on regarde cet arbre, qui n'est pas au premier plan par rapport aux cartouches. Je l'ai cru à un instant, mais les cartouches, en fait, ils mordent sur l'arbre, mais ils mordent très peu. Parce que finalement, ça permet de remettre la linéarité de la bande dessinée. Les cases, ça va être le texte qui montre à la fois comment c'est un instant, mais c'est un instant qui dure parce que c'est un instant qui est étourdissant, donc ça prend du temps d'être étourdi, mais c'est aussi un instant qui dure parce qu'il est en souvenir. Et c'est en tant qu'il est marquant qu'il va rester. C'est ça qui va permettre de représenter la bande dessinée. Et là, on est vraiment dans quelque chose, il n'y a pas qu'elle qui fait ça, mais qui me semble être une pure réussite, on va dire graphique, sur ce qui est une bande dessinée. Avec en même temps, et ça c'est abominable, mais c'est notre vie, ça c'est le relevé des hivers de 1900 à 2000, la dernière année du XXe siècle où la température tomba sous la moyenne, et donc c'est un graphique sur la moyenne des températures de la période. Et on voit bien que ça se réchauffe. Puisqu'en bleu, c'est froid, moins de 0, en rose, c'est au-dessus, et donc il n'y a plus. Et on est de plus en plus au-dessus. Donc c'est aussi un moment qui dure, mais qui est perdu. Voilà. Et qui est probablement perdu, là plus à une échelle individuelle, mais à l'échelle de l'humanité. Ce genre de moment. On va encore en trouver, mais ils vont se raréfier, parce qu'on est en train de perdre tout ça. Là, j'en avais une autre, voilà, comme ça, qui montre un peu un effet aussi que je trouve vraiment spectaculaire. Alors c'est pas spectaculaire comme moi ce que j'aime c'est les monstres, qui est vraiment très esthétique. C'est-à-dire que je trouve qu'une des forces de Bechdel, c'est que c'est très efficace avant d'être esthétique, et ça nous rappelle que c'est une vraie dessinatrice. Parce que en fait, c'est là où la BD est vraiment ingrate quand on dessine les petits Mickey, parce que la bande dessinée, elle, quand elle est très efficace,
on s'arrête pas pour la regarder. Ce qu'on regarde, ce sont les virtuoses. Mais finalement, les virtuoses, ils peuvent se rapprocher d'autres disciplines comme les beaux-arts, la peinture, ce genre de choses, avec du texte par-dessus. Alors quand je dis ça, évidemment, c'est des coupures qui sont pas délimitées ou des choses comme ça, mais le dessin va primer. Ça fait partie des choses qui font que j'aime beaucoup les BD de Peters et Skluten, mais au niveau des scénars, en fait, je regarde des planches, plus que je ne lis des bandes dessinées souvent. Et je regarde des planches qui sont extraordinaires. C'est aussi le cas quand je lis du Drouillet. C'est splendide, il n'y a aucun problème. Mais quand je vais lire du Bretéché, bah, c'est dur de dire si c'est bien ou mal dessiné. En tout cas, on n'a pas le waouh immédiat de ah, c'est vachement beau, qui va souvent avec plein de petits détails ou des choses comme ça très spectaculaires. Mais le bien dessiné, c'est aussi le dessin qui va avoir une dynamique, qui va permettre d'aller de case en case sans même le sentir. Et c'est là où ça devient incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des BD, on entend les voix des personnages. Et si je devais décrire ces voix, j'en serais incapable. Mais les personnages ont réellement une vie. Et c'est là où je trouve ça vraiment fabuleux. Donc si on prend ça, donc là, ça c'est un moment qui est assez triste, parce qu'elles ont perdu une amie, je ne vais pas en dire plus, parce qu'il y a quand même des surprises. Là, on est sur un moment de deuil. Ce deuil, il va vraiment se dire, encore une fois, là, on n'est que en voie narrative, ça se voit parce qu'on a des cartouches et pas des phylactères. Les deux personnages tristes, les deux femmes, sont en bas. Donc elles aussi, elles sont toutes petites par rapport à une immense vallée, un immense mont, je ne sais plus ce que c'est au niveau des paysages. Les falaises, oula. Tout est en noir et blanc parce qu'on est sur un moment de deuil. On peut voir comment on a au premier plan un arbre qui n'est dessiné que par l'absence. Et je trouve que pour raconter le deuil, bah, c'est à pleurer. Ça marche vraiment. Avec quelque chose qui, au niveau des perspectives, bon, moi je suis pas allée sur place, hein, mais n'est pas figuratif en fait. Parce qu'elles sont vraiment toutes petites, les arbres sont très grands, et les falaises, on dirait en fait un énorme mamelon, mais c'est pas non plus illogique. On a quelque chose qui est comme un grand tout qui pleure un petit perdu. Et je crois que c'est très dur de représenter le deuil, mais que là, on en a une vraie représentation. Par l'absence de couleur, par... moi, j'ai l'impression que ça a été dessiné à l'encre de Chine, mais vraiment au bâton d'encre de Chine. J'en ai pas sous la main, là. Mais l'encre de Chine, c'est pas... ça peut s'acheter en flacon, mais la vraie encre de Chine, c'est des bâtons qu'on passe dans de l'eau pour faire des lavis, en fait. J'ai cette impression quand je vois ça, mais j'en sais rien, hein, c'est vraiment une impression. Mais là, les cartouches, on voit que les personnages sont muets, parce que les grandes douleurs sont muettes, et les cartouches vont se découper. Ils permettent de dire ce qui n'est plus dissible, parce que ce n'est plus du dialogue au moment où on ne peut pas dire. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose de vraiment beau pour moi. Et c'est tellement beau que les numéros de pages se sont arrêtés. Et d'ailleurs, c'est la fin de cette décennie-là. On est aux pages 194-195. Et ça a vraiment bien marché pour moi. Parce qu'on a quelque chose aussi qui va être, donc, finalement, cette espèce de quête impossible à finir, mais qui s'achève parce qu'on est dans une analepse totale, vraiment autobiographique. Donc la partielle, elle s'arrête dans le passé, la totale, elle arrive jusqu'au présent d'énonciation. Où, bah, ça a l'air d'aller, c'est chouette, mais on ne... La question est quand même de... Est-ce que on va trouver la voie du bonheur? Non. Ce qu'on a, c'est des chemins, ceux qui ont été empruntés par Alison Bechdel, dans leur contexte d'époque, voilà, avec quelque chose mais qui me rappelle plein d'autres choses, mais qui m'a semblé vraiment, vraiment réussi, et qui m'a énormément plu. Alors la BD tombait particulièrement bien, parce qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup au corps pour un article, que je dois écrire sur les Saint-Simoniennes, et que je suis très heureuse d'écrire. Je suis en avance, mais vu mon planning, je suis en retard. Parce qu'en fait, je dois l'écrire en avance pour pouvoir faire d'autres choses derrière. Et mais j'ai un peu commencé. Mais c'est la question... Ça sera pour un collectif, un ouvrage qui devrait s'appeler Corps souffrant, corps politique. Et en fait, au-delà de la souffrance, alors il est un peu question de souffrance, et de souffrance physique comme morale, pour autant qu'on puisse les séparer. Alison Bechdel parle notamment de son alcoolisme, parce qu'elle montre bien que son rapport à la création, mais surtout elle parle pas de création, elle parle de travail,
elle ne romanticise pas sa création, justement. Et ça, j'ai trouvé ça très précieux. Comme au sport, aux activités sportives, n'est pas loin de l'addiction. Et il y en a d'autres, des addictions. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très précieux de le dire et de le montrer simplement, sans culpabilité ni culpabilisation, pour mettre le sujet sur la table, en fait. Et aussi à la douleur physique, à des moments de moins grande forme. La ménopause est évoquée. J'ai également trouvé que c'était particulièrement précieux. Voilà, ce genre d'éléments qui sont ceux de la vie d'une femme cis, quoi. Ils sont importants, quoi. Ils sont là. Là, je sais pas du tout comment je peux articuler ça au Saint-Simonienne, mais en fait, si, par le corps. Parce que moi, j'ai pas du tout affaire à des récits autobiographiques dans le sens analepse autobio. Donc, le flashback. Le flashback, c'est vraiment quand ça vous tombe dessus en mode. Oh, voilà, c'est très très pratique pour décrire les traumas. Les traumas, c'est rarement comme dans les films. Mais s'il s'agit de décrire autre chose, de raconter d'un point d'origine à un autre, à un point qui n'est pas une arrivée, qui est un point de situation d'énonciation. Les Saint-Simoniennes, elles peuvent passer par ces analepses, mais c'est assez rare parce qu'elles sont toutes tendues vers l'avenir, mais elles sont aussi autobiographiques. Elles parlent à la première personne, un coup du singulier, un coup du pluriel. Et cette articulation individuelle, collective, historique, comme on l'a chez Bechdel, elle m'intéresse aussi beaucoup chez les Saint-Simoniennes, et notamment là, quand elles vont parler du corps. Moi, je suis assez rétive à parler du corps, et j'en ai déjà parlé dans la vidéo pour une stylistique féministe, notamment dans d'autres. Je suis globalement assez mal à l'aise avec les récits qui s'attardent sur le corps, et notamment avec les glorifications, on va dire, du corps féminin, de la jouissance, de l'accouchement, de la grossesse, enfin, c'est des choses qui m'ont vraiment fait barrière, quoi. Et moi, je suis plus proche du dégoût ovarien pour ces événements corporels. Et tout en voyant que ce dégoût ovarien, il est problématique, hein, il est discutable. Mais c'est plutôt ma réaction primitive, quoi. Ouh, voilà. Et ça avait été ma réaction en lisant Iris Bray, qui est par là, de dire mais pourquoi tant de corps, ou en lisant Camille Froide-Vaumétry, du corps partout, du corps partout. Est-ce qu'on peut pas passer par d'autres choses? Et pourtant, y a du corps, quoi. Il y a évidemment du corps, quoi qu'on en fasse. Déjà parce qu'il y a du corps de douleur. Je commence à m'en rendre compte que parler de la douleur, décrite ou pas, parce que déjà, en fait, représenter la douleur, c'est vraiment une grande question. Et très clairement, j'ai fait cette proposition d'article à un moment où j'ai énormément réfléchi à la douleur de mon père, et où j'ai eu beaucoup de mal à vivre en sachant qu'il était mort en ayant souffert. Et à donner un sens à cette douleur. Alors, la douleur n'a pas de sens. Si vous avez mal et vous pouvez l'éviter, évitez-le. La douleur, c'est néfaste. Lui a fait le choix de ne pas complètement effacer ou éténuer la douleur. Et il m'a fallu du temps pour le comprendre et l'accepter, bizarrement, après sa mort. Parce que ça a vraiment été mon grand regret de deuil, cette douleur. Beaucoup avec la chanson de Camille, hein, nanana, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Et on l'avait écouté, cette chanson, ensemble. Parce que, il a vécu une maladie parmi les plus douloureuses au monde, et parmi les plus grandes douleurs au monde. Ça, maintenant, je le sais. Je sais qu'il n'a pas vécu l'horreur que peut être l'agonie d'un cancer au pancréas. C'est déjà une immense chance. Mais il a vécu des douleurs intenables. Et je pouvais rien faire. Enfin, les seules choses que j'ai pu faire, et elles ne sont pas venues tout de suite, c'est quand il attendait, ce qui se régulait beaucoup pour la morphine, parce qu'il voulait rester lucide, c'était prendre mon père dans mes bras, et ça a pu être à sa demande, alors que mon père était tellement pas tactile, pour lui caresser le dos en l'ayant dans mes bras.
et l'aider à attendre, à distraire la douleur, et je l'avais dans mes bras, il faut pas rêver, j'avais un homme cancéreux dans les bras, donc un homme qui a perdu très vite ses muscles, qui était beaucoup plus faible et qui s'abandonnait à la douleur et dans mes bras. Donc c'était pas mon papa de quand j'étais petite, quoi. C'était pas le grand-papa fort, quoi, que j'avais dans mes bras. Et on attendait que la morphine agisse, que ça aille mieux. Donc c'était même pas des câlins avec où on s'embrassait mutuellement. Je vais pas mettre ça dans mon article évidemment, parce que lui ne me prenait pas dans les bras, il était recroquevillé et moi je l'entourais pour l'aider à passer ce temps d'attente de la morphine. Vers 20h, c'était le moment dur pour lui, et après ça allait un peu mieux, et après il était shooté. Et il dormait beaucoup, mais ça c'est très fatigant d'avoir un cancer. Et d'être soigné, c'est très très fatigant, c'est épuisant la maladie. Moi, cette vision de la douleur physique m'a beaucoup fait réfléchir à la douleur de façon politique. Et à ce que Vallès appelle, j'en parlais dans les vidéos sur la trilogie Enfants bacheliers insurgés, la fédération des douleurs. Je commence à comprendre quelque chose qui, bon, est une évidence, mais c'est, je sais pas, ça peut peut-être aider, en tout cas j'essaie de m'aider dans cette vallée de larmes. Il y a quelque chose dans la représentation de la douleur, il y a plein de façons de représenter la douleur. Et représenter la douleur peut être très proche de représenter la violence. Mais quand vous représentez la douleur, vous ne représentez pas l'éventuel agresseur, l'oppresseur, même si vous pouvez éventuellement l'interpeller, vous adresser à lui, c'est ce que font les saint-simoniennes, en s'adressant aux hommes. Mais vous êtes en train d'essayer de faire entendre ce qui, dans l'absolu, n'est pas dissible, pour au moins être entendu, et si possible, quand on est dans une perspective politique, pour que la situation change, d'une façon ou d'une autre. Et de toute façon, être entendu, c'est aussi quelque chose de politique. Mais on n'est pas forcément dans un engagement politique quand on écoute les gens. On a quand même des degrés dans tout cela. Et quand les saint-simoniennes parlent de leur corps, elles partent en fait de ce qui va les définir, et bizarrement, elles ne se définissent pas par les organes génitaux ou les organes sexuels secondaires. Elles sont dans un monde essentialiste, elles vont rester essentialistes. Elles auraient pu partir de caractéristiques physiques. Celles-ci, elles sont finalement admises, mais juste la faiblesse, sans être discutées. Elles vont partir d'un rôle social qui est celui de la maternité. Et d'un rôle qui est à la fois un rôle de douleur, mais aussi de pouvoir. Et ce qu'elles demandent, c'est l'amoindrissement des douleurs et l'augmentation du pouvoir. C'est-à-dire, en fait, le partage du pouvoir, d'abord pour leur vie et celle des enfants, et puis régulièrement pour l'État. Certaines vont aller jusqu'à demander des formes de matriarcat. Et quand je dis matriarcat, c'est pas de gynocratie, c'est de matriarcat en tant que mère. Comme dans Chronique du pays des mères d'Elisabeth von Hamburg. Et au moins de partage avec plein de modalités politiques différentes, de systèmes différents, pas très détaillés en général. C'est pas un journal de grande théoricienne. C'est un journal où on essaie de penser sans avoir de théorie. C'est très différent. Mais elles vont parler de la douleur tellement forte, la souffrance morale, qui nécessite de commencer à parler et à prendre la parole, alors même que la prise de parole pour elles qui vont être faibles, timides, etc., est une douleur. Et ce faisant, elles sont souvent proches de l'oralité de la tribune, mais avec des modalités qui sont celles des dominés. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des méta-commentaires, enfin, elles sont méta. Elles font des commentaires sur la façon dont elles prennent la parole au moment où elles prennent la parole. Et cela avec des marques d'oralité très fortes dans les textes. Avec ma faible voix, etc. Parfois, elles vont retranscrire des discours directement, mais en fait, elles écrivent comme elles parleraient. Parce qu'elles essaient de s'adresser directement. Alors c'est lié au fait que c'est l'éloquence il y a l'oralité est le grand modèle de la presse du 1er 19e.
L'oralité, c'est celle soit de la conversation, soit de la tribune, qu'on va retrouver dans les textes. C'est assez dur d'inventer une langue écrite qui s'adresse. Et très probablement qu'en fait, vous faites semblant de parler quand vous écrivez sur Messenger, mais que vous n'écrivez pas comme vous parlez réellement. Ça devient une autre forme de conversation. Mais ce qu'elles font comme ça, en fait, je crois qu'elles arrivent à politiser la douleur, et pour cela, elles passent par quelque chose qui est le martyre. Parce qu'elles sont dans un néochristianisme, elles vont faire œuvre d'apostolat. La question, en fait, c'est comment donner une place politique à la douleur, ou plutôt, comment la douleur peut leur donner à elles qui souffrent un rôle politique. Et justifier leur rôle politique parce qu'en fait, elles ont aussi des arguments logiques, d'autorité, historiques, des choses comme ça. Mais finalement, si elles ne montrent pas qu'elles souffrent, dans leur vie de femme comme dans leur vie de féministe, elles ne peuvent pas être écoutées. Il faut donner des gages. Et ce gage, c'est la souffrance. Et ça me laisse extrêmement dubitative, parce que moi, j'aime bien le confort. Je crois qu'il faut aller vers le confort. De toute façon, plus j'ai mal, plus j'aime le confort. Et j'ai souvent mal. Mais elles en ont besoin aussi, parce que de la pitié peut naître une forme de révolte. Et comme elles ne veulent pas de révolte violente, il faut qu'elles fassent pitié. Et c'est là où Claire Desmarres, dont je reparlerai une fois vraiment en particulier, est vraiment atypique, parce que Claire Desmarres, elle, pour sa part, elle est en colère. Elle veut pas la pitié, elle veut être écoutée avant tout. Alors, est-ce qu'on peut aller de Bechdel aux Saint-Simoniennes ? Je crois. En fait, je crois. Alors, parce que ça se rencontre dans mon planning, enfin, dans ma vie, tout simplement. Je n'ai pas planifié de lire la BD, c'est un heureux hasard. Merci Marion. Mais cette question du corps et de comment on habite son corps, et en fait, Bechdel, elle n'est pas politique, elle est politique par la représentation. Parce que c'est l'autrice lesbienne la plus connue du monde. Et qu'elle a donné une visibilité quotidienne aux lesbiennes. Et que c'est vraiment quelque chose de très important. Et qui est passé par elle, par sa vie. Par la fiction aussi, mais voilà. Qui est passé vraiment par qui suis-je, la vie, enfin cette individualisation d'une situation. Comment on va devenir emblématique. Je crois que c'est ça qui va se jouer chez les Saint-Simoniennes, et notamment autour de cette question qui pour nous est oubliée, mais qui en fait est sous-jacente, que le corps individuel, il appartient à un grand corps qui est un corps politique, le corps de la classe sociale, ou des choses comme ça. Toutes ces métaphores organicistes, ces métaphores corporelles, on les a un peu oubliées. On les retrouve quand on va dire le corps des agrégés, par exemple. Quand un corps est une institution, et donc on en est membre. C'est encore là. Mais c'est des métaphores qui sont des catachrèses qu'on ne voit plus. Et c'est là que ça se joue, et où je trouve que finalement, il n'y a pas si loin peut-être entre Bechdel et les Saint-Simoniennes. Voilà, c'est la petite divagation de la semaine. Je vous dis à bientôt.